Voilà, c'est parti pour le ZCL de ce mercredi 27. 27, c'est ça? Oui, voilà, 27. Eh bien, aujourd'hui, pour les talks, on en a plein. On va commencer avec notre amie Virginie Verret, que vous reverrez en direct tout à l'heure. Elle parlera de Guadeloupe Tech. Elle est déjà là. Bonjour Virginie. Bonjour Dani. Plus tard, on parlera avec une jeune chanteuse qu'on ne connaissait pas. Elle s'appelle Sissi. Elle a sorti un petit album sympa. On verra tout à l'heure avec elle. Et puis on parlera aussi des événements de 1943. C'est de l'histoire. C'était à Port-Louis. Pareil, se sont passés là-bas, se sont passés des événements très graves. Il y a une commémoration qui est faite ce week-end. On en parlera aussi avec Max Mazepa. Et puis nous inaugurons aujourd'hui la première d'une nouvelle chronique dans le ZCL. Ça s'appelle Coco et Abricots. C'est une chronique sur les modes et tendances. Ça doit rappeler quelque chose à quelqu'un. On le verra tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, le journal. Et c'est Céline qui déroule les titres. Oui, alors au sommaire de ce mercredi 27 avril, hier, Thierry Repentin, le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat, était en déplacement sur l'île, un déplacement qui s'inscrit dans l'application de la loi solidarité et de renouvellement urbain. Ce matin, Pôle emploi a publié son enquête sur le besoin en main-d'œuvre 2016, une enquête adressée à plusieurs établissements de Guadeloupe qui permet de connaître le besoin en recrutement. Et enfin, hier après-midi, le lycée agricole de la Guadeloupe a signé une convention avec le groupement des producteurs de Guadeloupe, un partenariat qui a pour objectif d'initier et de former les jeunes au métier de la banane. Merci Céline, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le développement du journal. Là, on attaque tout de suite Guadeloupe Tech. Bonjour, bonjour Virginie. Bonjour à tout le monde. Bienvenue ici. Merci de nous accueillir. Bien. Oui. Oui, ça vous rappelle des souvenirs. Alors, de beaux souvenirs, oui. On va parler de Guadeloupe Tech. Tout le monde ne sait pas ce qu'est Guadeloupe Tech. Alors Guadeloupe Tech, c'est une association qui a été fondée il y a 3 ans. C'est à l'initiative de 11 membres fondateurs qui sont tous des passionnés du monde digital, des professionnels des startups, de l'informatique, et donc ils ont décidé de donner un mouvement nouveau autour donc, de la dynamique du digital en Guadeloupe. C'est pour cela ils ont organisé il y a 3 ans la première événement Startup.gp. Alors donc c'est la 3e édition de ce Startup.gp. Comment ça se présente? Alors Startup.gp, il faut dire que c'est la première conférence donc, dédiée au monde du digital et des startups en Guadeloupe. Autant dire que c'est l'événement que tout le monde attend. Donc il y a 3 ans, c'était la première. Cette année, il y a de grands changements, de grandes nouveautés. Il y a 3 temps forts. Donc déjà, ça se déroule le vendredi 29 avril au WTC, toute la journée. Le premier temps fort, donc, c'est de 10h à 12h30 des ateliers workshop où sont conviés donc gratuitement les participants qui peuvent travailler autour du fameux pitch. Alors, apprendre à pitcher. Ce fameux pitch dont on parle. Ah, le pitch, c'est terrible parce que j'en ai fait moi-même l'expérience récente où j'ai dû apprendre à pitcher. Donc, il peut y avoir différents formats. Ça peut être 30 secondes, 1 minute, alors, 3 minutes ou 5 minutes. Parler devant un auditoire, c'est ça? Pitcher, c'est savoir parler dans un temps chronométré, oui, imposé, et savoir vendre son idée. C'est ce que vous faites en ce moment, vous êtes en train de pitcher. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai combien de temps? Moins de 20 minutes. Moins de 20 minutes, ça va aller. Donc pitcher, c'est savoir se présenter en quelques mots, de façon très concise, nette et précise, savoir présenter et développer son idée, savoir ce que l'idée apporte de plus, la plus-value du projet. L'innovation. L'innovation. Savoir convaincre surtout l'auditoire, puisqu'il peut y avoir des business angels en face de nous. Et alors, en tant que start-upper, on est très intéressés. Chaque fois, hein. Alors, c'est quoi un business angel? Un business angel, on rêve tous d'en avoir quand on a un projet dont le financement est assez conséquent. Ce sont des financiers qui vont apporter... Des pépettes. Des pépettes, oui. Voilà, et qui vont investir dans le projet. Des business angels quand même? Oui, il y en a, ouais. Le président de Guadeloupe Tech, Bertrand Demarque, se présente comme business angel. Oui, bon, pas voir. Voilà, c'est dit. C'est bon à savoir, on va donner son numéro de téléphone. Voilà. Alors, sinon, quelqu'un qui vous regarde, qui n'est pas encore à Guadeloupe Tech et qui voudrait venir à cette 3e édition Startup GP. Alors, oui, effectivement, et c'est bien de le souligner, Danick, parce qu'il n'y a pas besoin d'être membre de l'association Guadeloupe Tech. Le Startup.gp est ouvert à tout le monde, étudiants, salariés dans une entreprise. On peut très bien être salarié dans une entreprise et avoir un projet qu'on veut développer dans le digital. Les professionnels vraiment du numérique aussi. Donc en fait,
Pourquoi venir à startup.gp? Parce que déjà le matin, il y aura un workshop, donc toujours très intéressant sur la manière de pitcher. Donc là, c'est gratuit. L'après-midi, des conférences, débats avec une dizaine d'intervenants vraiment de renom. Je peux en citer quelques-uns. Oui. Donc la conférence débat, par contre, l'accès est payant. On va y revenir après, voir quelles sont les modalités d'inscription sur le site startup.gp. Mais sur les intervenants, donc on a la chance et le privilège d'accueillir Étienne Porté, qui a lancé en fait le premier magazine d'information sur les startups qui s'appelle Madines. Ça regroupe quand même 350 000 lecteurs par mois, et c'est vraiment un site d'information dédié aux startups. Ensuite, nous avons Johan Saint-Louis de Carfolie, qui est assez connu parce qu'il a fait pas mal de communication ces derniers temps. Outremer Network avec Daniel Hirso. Donc tout ça, en fait, les trois que je viens de citer vont notamment évoquer la difficulté ou les facilités de levée de fonds. Ensuite, au niveau innovation énergétique, on aura Gaël Musquet et Raphaël Cipollin. Transformation digitale économique avec Hervé Bourdon de Check Your Economy et Philippe Rocklor d'Orange Caraïbes. Ensuite, on aborde aussi la question que tout le monde se pose, hein, on est en plein dedans, entrepreneur à 100%, c'est-à-dire quand on est entrepreneur à 100%, on va dire comment doit-on consacrer son temps à 100% dans son entreprise. Oui. Alors, quelle est la réponse? Je pose la question puisque vous avez une entreprise. Est-ce qu'on doit passer 100% de son temps dans sa TPE? 100% de son temps dans sa tête, oui, mais je pense qu'il faut se consacrer aussi à sa famille. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants. Famille, oui. Et comme j'aime bien le sport... C'est 60-40, 70-30? Dans le temps, c'est difficile puisqu'on a des temps forts et puis d'un côté familial ou même dans l'entreprise. Mais je pense que quand on est entrepreneur, on est à 100% dans sa tête. Maintenant, il faut savoir lâcher prise aussi de temps en temps, faisant du sport. Ou... Oui. Virginie, il faut dire que le travail dans le numérique, ça absorbe. Ça absorbe. Ben, regardez, on est tous... voilà, oui, on ne lâche jamais le portable, la tablette. On est intoxiqué, c'est ça? Alors, il faut faire des périodes. Maintenant, c'est la mode, c'est de faire du désintox. Il faut savoir de temps en temps, c'est vrai, s'aérer. C'est pour ça qu'on peut s'aérer en faisant quelqu'un qui aime la cuisine, voilà, ou du sport, ou aller au cinéma, à la plage, etc. Oui. Mais c'est vrai que dans la tête, on est pris. Mais bon, je vous invite à venir assister à la conférence débat et puis vous en saurez plus vendredi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le multicanal. Oui. Alors, d'une part, pour résumer un peu ce que vous venez de dire, quelqu'un prenait l'antenne, d'abord le matin, il y a un atelier, enfin un workshop, voilà, c'est l'atelier sur le pitch. Oui. Comment pitcher, c'est-à-dire comment parler dans un temps limité et convaincre un auditoire. Tout à fait. L'après-midi, des conférences débats qui sont payantes, on va voir tout à l'heure les conditions. Il y en a plein, bon, on ne va pas toutes les citer. Et puis, il y a une troisième partie. Alors, qui vous intéresse particulièrement. Oui, c'est la troisième partie, c'est ce qu'on appelait la crazy networking. Alors, dans crazy, il y a folie, je crois. Oui. Le net, on connaît, et working, c'est travailler. Alors, comment on peut allier les deux, la folie et le travail? Le but cette année, c'était d'amener de la nouveauté et de faire participer les gens autrement. C'est-à-dire que on assiste toute la journée à des conférences, etc. On voulait vraiment créer un effet de réseau en dehors de la salle de l'amphithéâtre du WTC, en réunissant les participants autour d'un verre, un cocktail qui sera offert, et avec des temps forts dans des animations qui se veulent interactives. Donc ce qui va permettre en fait aux gens de se retrouver au Kama, puisqu'on a choisi le site du Kama Club pour organiser cette soirée de 19h à 23h. Ce sera un moment purement convivial, où il y a plein d'animations qui vont surprendre tout le monde, et des animations interactives. Il y aura de la musique? Il y aura de la musique, Danick. On a même convié le fameux tambouyeka Claude Cuavé, qui va venir avec son cas mixer avec le DJ. D'accord. Bon, alors c'est la partie la plus festive. C'est la partie la plus festive, mais je vous assure que pitcher aussi peut se révéler être une fête pour certains. D'accord. Alors, on revient un peu sur l'inscription parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Pour avoir assisté aux deux précédentes sessions, je vais vous dire que très vite, les places sont prises. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être admis?
Alors, il faut aller sur le site startup.gp. Oui, qui s'affiche là derrière. On est également présent sur Facebook. Il y aura tous les liens pour les inscriptions, notamment par WizEvent. Donc, je rappelle que le matin, le workshop est gratuit. Oui. La conférence débat, alors je retrouve mes notes. Elle est payante. Elle est payante 20 €. Voilà. Et c'est donc en s'inscrivant sur startup.gp qu'on peut payer ces 20 €. Tout à fait. À l'entrée. Non. Il est préférable de s'inscrire avant parce que, comme tu l'as rappelé, les places sont limitées à 200 personnes. On a déjà pas mal d'inscriptions, donc j'incite toutes les personnes intéressées à s'inscrire très rapidement. D'accord. Et ensuite, donc, les 20 € qui donnent droit à la conférence donnent droit aussi à l'entrée de la Crazy Networking. Oui. Et pour ceux qui sont pris par des impératifs professionnels, ne peuvent pas se déplacer la journée, peuvent assister et venir quand même à la Crazy Networking. Et à ce moment-là, c'est 15 € l'entrée. 15 €. Et ça se passe au Kama Club, au village de Jarry. Au village de Jarry, que tout le monde connaît bien. Autre chose à ajouter peut-être avant qu'on passe aux infos? Mais écoutez, j'espère que vous allez venir nombreux et que cette troisième édition... Les gens qui... On peut peut-être un téléphone. Alors vraiment, j'incite... on est nombreux, un Twitter ou un Facebook. Un Facebook, oui. startup.gp, c'est facile. Et le site internet, c'est vraiment... voilà. Oui. On voulait quand même remercier peut-être des partenaires qui sont présents, qui nous permettent de réaliser cette belle opération. Donc nous avons la CCI, la ville de Bémao, Guadeloupe Port Caraïbes, Audacia, que tout le monde connaît, Orange Caraïbes, EDF, Evian, Coca-Cola et Mediafor, qui est notre partenaire média. France Antilles, peut-être. Et France Antilles, on a fait un public reportage qui est paru ce matin dans le France Antilles, que vous pouvez consulter aussi, vous aurez également plus d'infos. D'accord, alors tout ça, c'est vendredi 29 à partir de 10 h. Tout à fait, Danick. Voilà. Virginie, elle a réussi son pitch, parce qu'elle a tenu exactement dans moins de 20 minutes. Et finalement, je pense qu'elle a convaincu pas mal de gens. Ce qui me permet de vous remercier, Virginie. Merci. Vous souhaitez bonne start-up le 29. Non, on vous y attend, Danick. On sera là de toute manière. Et on passe tout de suite à l'info. Et on va revoir avec Céline la visite de Thierry Repentin. Exactement. Le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat, M. Thierry Repentin, était hier en visite sur l'île, un déplacement qui s'inscrit dans l'application de la loi Solidarité et de renouvellement urbain. Cette loi vise à la production de logements sociaux partout sur le territoire national. Cependant, sur notre territoire, 17 communes sont en dessous de l'objectif visé. Afin de rattraper ce retard, Thierry Repentin a été chargé par le président de la République d'une mission de préfiguration visant à mobiliser des terrains afin de construire davantage et permettre à terme aux familles d'accéder au logement. Reportage de Charlie Dagonia. Je suis le garant, en quelque sorte, de la bonne application de la loi. Il y a 32 communes, comme vous le savez aussi bien que moi. Il y en a 17 qui sont en deçà des objectifs de la loi, donc je vais voir aujourd'hui, je l'ai vu hier, et dans les mois qui viennent, comment on rattrape d'une façon plus dynamique ce retard. Il faut aussi que dans les documents d'urbanisme qui sont faits par les communes, il y ait des injonctions, des obligations à faire du logement social. Car quand un terrain est libre à construire, si on ne dit pas qu'il est fait pour du logement social, n'importe qui peut déposer un permis de construire, on ne peut pas le refuser s'il respecte le plan local d'urbanisme. Donc il faut qu'il y ait des règles contraignantes dans les documents d'urbanisme. Donc on a un travail devant nous. Il faut aussi s'assurer que l'État réponde aux demandes des maires sur plusieurs champs, les agréments pour faire du logement social, que les choses aillent plus vite qu'elles ne vont aujourd'hui. C'est pas normal qu'il faille plusieurs mois pour dire oui à un agrément de logement social sur des dossiers déposés par des organismes de logements sociaux. Et ça, je m'en assurerai en rentrant avec Bercy que l'instruction des dossiers aille beaucoup plus vite. Et puis, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas avec le PFL, mais également avec Monsieur le Préfet avec qui on a essayé de repérer des terrains d'État, quand il y a des terrains publics qui sont vacants, ils ne peuvent pas rester vacants indéfiniment. Il faut les mettre à disposition d'organismes de logements sociaux. Dans ce secteur-là, on a l'ensemble des occupants ont déposé des demandes de régularisation. Ici, c'est une opération assez symbolique de ce que l'on peut faire en termes, je vais le dire, de retrouver une certaine dignité pour un certain nombre de familles qui parfois sont dans des habitats précaires, spontanés, en insécurité juridique car elles n'ont pas de titre de propriété. Et pour le coup,
l'État s'est donné les moyens de retrouver un parcours pour des familles en leur proposant de se repositionner sur des terrains sur lesquels il y aura des constructions neuves ou de devenir propriétaires d'habitations qui n'avaient pas de propriétaire. Donc on retrouve de la dignité. C'est aussi la possibilité de transmettre un jour un patrimoine à ses enfants parce qu'on en est devenu propriétaire. Et c'est une des actions qui permet aussi de construire plus de logements, puisqu'on l'a visité sur quelques parcelles ici. Il y aura des constructions neuves dans les mois qui viennent. Et donc c'est aussi un espoir d'offrir quelques logements supplémentaires. Je voudrais simplement rappeler qu'en Guadeloupe, il y a près de 12 000 ménages qui ont déposé une demande de dossier de logement social. Il faut y répondre. Depuis hier se tient au Mémorial Acte justement un séminaire très important qui se poursuit aujourd'hui. Il s'agit de Mémorial Acte, mais surtout de tourisme mémoriel. On rejoint tout de suite Céline puisque ce séminaire continue. Exactement, Danick, le séminaire continue. Donc il y avait lieu hier et aujourd'hui. Ce sont des nombreuses conférences qui sont prévues au Mémorial Acte autour de la politique et de la stratégie d'attractivité du territoire local. Une première édition organisée par Cap Excellence qui a pour objectif de prouver l'importance du tourisme mémoriel au sein de notre archipel. Le tourisme de mémoire permet au public de mieux comprendre le passé tout en participant à son enrichissement civique et culturel. Il contribue également à la vitalité économique et culturelle des territoires. Reportage de Nicolas Hachi. Il y a eu donc deux matinées, mais en plusieurs temps. Pour ce matin, par exemple, nous avons eu des universitaires, c'est un nombre de chercheurs, de penseurs qui ont pensé qu'effectivement, il fallait nous guider sur tout ce qui était loi. Tout ce qui était droit, le droit à la mémoire, le droit de la mémoire, toutes les lois mémorielles. Et cet après-midi, c'est un nombre d'exemples. Demain, eh bien pareil, nous aurons des cas concrets. Par exemple, il y aura un exposé sur les groupes à peau. La musique du carnaval qui est en nous, qui est pourtant une mémoire vivante. Et effectivement, comment la valoriser, comment la mettre en avant et puis surtout comment la transmettre. À partir du 1er janvier 2017, dans chaque communauté de communes et dans chaque communauté d'agglomération en Guadeloupe, il y aura un office de tourisme à dimension intercommunale. Ça, c'est le premier point, donc le respect scrupuleux de la loi. Le deuxième élément, c'est de se rendre compte que la Guadeloupe n'offre pas simplement des atouts d'un point de vue faunistique, floristique et du point de vue balnéaire. La Guadeloupe peut aussi valoriser une stratégie qu'on peut considérer comme une stratégie de niche et qu'on appelle le tourisme de mémoire, puisqu'en Guadeloupe, en raison de notre histoire, nous avons la possibilité à la fois de véhiculer, et ça a été dit, des lieux de mémoire qui vont à la fois rappeler des moments douloureux, mais aussi des moments joyeux. Et enfin, dernier élément, il s'agit d'élaborer une stratégie territoriale au niveau de Cap Excellence afin de mettre en place une politique publique attachée au développement économique, c'est-à-dire la politique publique du tourisme. Sur le territoire, il y a des lieux de mémoire pourtant commémorés dans certaines villes. Je vois la ville des Abîmes avec la commémoration des aïeux, le monde de la mémoire. Il y a également Abemao, un certain nombre d'architectures à Liture. Tout ça participe à la mémoire. Également à Pointe-à-Pitre, toutes les habitations qui se font découvrir régulièrement par des visiteurs locaux et également par des touristes. Tout cela participe effectivement au tourisme mémoriel. Voilà, on va rester dans la mémoire, mais cette fois, c'est dans le Nord Grande-Terre, à Port-Louis, où en avril 1943 avait eu des événements extrêmement graves et dont chaque année, l'Union populaire de Port-Louis joue le jeu de la mémoire et fait rappeler ces événements. Nous recevons aujourd'hui M. Mazipas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'UPPL et comme je le disais, chaque année, vous commémorez ces événements graves de Port-Louis. Oui, tout à fait. Port-Louis ne doit pas laisser mourir son histoire. Et si à Port-Louis, on dit Port-Louis la vaillante, eh bien, ce qualificatif tient d'un fait historique. C'est avril 1943, où les événements qui se sont passés deviennent maintenant un récit un peu plutôt verbal. Là, on a voulu transformer cette manifestation, transformer cette mémoire en reproduction de faits avec une scène théâtrale. Donc, d'abord, avant même de parler de ce qui va se passer le 30, c'est quoi exactement ces événements d'avril 1943? Qu'est-ce qui s'est passé à Port-Louis? Oui, en avril 1943, vous comprenez bien, avril 1943, nous sommes sous l'époque, bon, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est l'époque Antan-Saurin, c'est Vichy. Eh bien,
Bien, et donc, à Port-Louis, non seulement il y avait des problèmes internes au niveau de la commune par rapport à l'industrie sucrière, par rapport à les ouvriers qui travaillent dans la canne, il y avait en même temps une réaction politique. Il y avait ceux qui étaient partisans de soutenir, de répondre à l'appel du général de Gaulle, ou encore en tout cas de partir par les canaux, aller rejoindre les résistants. C'était la dissidence. Oui. Et il y a eu à ce moment-là une réaction au niveau de Port-Louis où les matelots de la Jeanne sont venus pour effectivement exercer une forme de répression sur cette mobilisation qu'il y avait à Port-Louis avec une attaque au niveau de la gendarmerie. Et là, il y a eu des morts. Et c'est cette mémoire que nous voulons effectivement rallumer, en tout cas transmettre à cette nouvelle génération, de façon qu'il ne s'arrête pas à dire simplement Port-Louis la vaillante, Port-Louis fut vaillante. Oui. Il faut savoir quand, comment, pourquoi. Et c'est cette reproduction que nous voulons faire, comme on fait chaque année. Et cette année, on donne un autre ton. Oui, alors cette année, vous avez fait une pièce de théâtre à partir de textes qui existaient, de textes historiques, comment vous avez fait? À partir de textes existants, des traces, il y a également l'écrit de Eugène Plumasso, oui. Il y avait également les témoignages d'Henri Corentin, décédé dernièrement, il y a également Liliane Sampère qui avait écrit sur ce sujet, et nous avons des grands témoins, des gens qui sont encore présents, oui, ils sont encore vivants, oui. Des gens qui avaient 18 ans à l'époque, mais qui ont encore la mémoire active, et ça, ce fut pour eux, pour ces personnes qu'on a contactées, mais un grand honneur de savoir que enfin ce qu'ils conservaient au fond d'eux va être dit et va être transmise. Et je crois que c'est un grand moment. C'est pourquoi on ne veut pas le faire en catimini. Oui. Nous voulons que le monde qui a dit pour lui la vaillante, faut savoir pourquoi il était la vaillante, à quel moment il pouvait bénéficier des qualificatifs là ça. Et à l'UPPL, eh bien comme chaque année nous avons fait même bitin là, nous avons déposé un GIEB, nous avons fait un rappel historique du déroulement des événements. Que là ça avait des personnages, ouais. Avait un professionnel de l'art qui c'est Luc Saint-Éloi, nous faisons une pièce théâtre, ouais. Et ça qui est belle, ouais. Ça qui est belle. Alors moi, quand je pose une question là, quand même, qui en fait, c'est l'UPPL seulement qui a fait ça, mairie n'a pas qu'à occuper de bien ça. L'UPPL toujours fait, mais la mairie a fait aussi à manière, mais c'était toujours un geste symbolique. Oui. Et chaque année, nous avons notre dimension. C'est-à-dire, en même temps, l'année passée, mais là, Victor Hortin, il était venu à côté de nous, il était venu faire un geste en présence symbolique, rappel de mémoire, et nous fait même démarche là, nous faisons un rappel historique, nous déposons en gerbe et nous toujours qu'à rappeler qu'un moment là ça c'est un moment qu'il faut pas nous oublier. Mais là ça nous dit nous qu'à sortir dans les mêmes sentiers, nous qu'à passer à un autre niveau pour effectivement mémoire là ça plus force et pour qu'elle puisse transmissible à la nouvelle génération, pour que là nous qu'à parler d'elle, non seulement nous qu'à parler d'elle, mais que vrai qui gens ça déroulé avec des personnages qui effectivement. Alors là ça qui passe exactement. Ça va passer dans l'ancienne gendarmerie, là événement là déroulé. Ah oui d'accord. Gendarmerie là parler encore son de dents rose. Mais à dans espace là, nous avons transformé. Espace ça est occupé par le MKB, mouvement qui tire le bout là, que nous connaissons très bien. Donc espace là, joue là ça et qui recevoir un événement. Là, un événement grave est déroulé. Là, nous avons rebat espace la vie et nous avons rebat événement là aussi place à dans mémoire en nous, de façon que nous pas contenter nous de dire ouais pour lui la vaillante, mais vaillante pour Kibitin. Et ben nous avons montré était vaillante pour ça à tel moment, il y avait tel nombre, telle femme, des gens qui participaient dans le combat là ça face à les forces vichichoises qui étaient représentées par effectivement par les matelots de la Jeanne et par les gendarmes de l'époque. Alors combien de monde qui tombé ça fait eh bien c'est 3 monde. Ouais, Tini Auguste Gênes qui recevra en grenade pété en l'air, jamais iraché, et Tini un autre beau nommé Abel Damas qui recevra en balle à un policier, et Tini monsieur Louis Villeroy qui il tombe en balle à les matelots de la Jeanne, il était capable et simplement il était ni les menaçants, c'est un d'abord qui tirait en l'air et beaucoup de vieilles comme ça. Mais tout ça répète à d'un beau pour lui, à un contexte particulier, à une commune pour lui aussi qui était et quand il a dit l'histoire a dit que la Guadeloupe était le deuxième territoire colonial à élever contre la présence ou bien contre le nazisme hitlérien. Et bien à pour lui il était effectivement une résistance très forte en bas direction à Rousseau-Nadir. Et c'est à l'entour à personnage là ça que pièce là a tourné. L'homme Rousseau-Nadir en tant que révolutionnaire ou évolutionnaire résistant qui était effectivement mené bon combat là pour la conscience. Justement deux petits mots aussi Rousseau-Nadir parce qu'on a monde qui attend pas l'idée mais il pas ça exactement qui monde qui a été qui monde qui était Rousseau-Nadir. Eh bien Rousseau quand on nous a dit bon c'est vrai c'était un grand nègre
par taille, par dimension d'oreille, mais par conviction. Ouais. C'est un homme qui était engagé, c'était pas Fred Nadir que nous connaissons. Hein? Donc, mais Bougla, ça, et bien, à l'époque là, ça, c'est vrai qu'il était en lien avec Félix Eboué. Hein? Ce qui veut dire qu'il était un bon rapport avec Félix Eboué et on a pensé que ça y impulsé à pour lui, eh bien, c'était déjà une sorte de résistant et qui était qu'à pousser la révolte pour que bon, les dissidents étaient capables pour défendre la patrie, mais en même temps, ils n'ont pas permettre que le gouvernement de l'époque, vichysoise, mettre système-là en place là. C'est une sorte de contestation qui était fondée par l'engagement. Et cet engagement-là, ça, qui était fait de pour lui, bon, la commune, bon, révolutionnaire de l'époque, là, événement là qui passait là, et ça passait à pour lui, j'en ai nous expliqué là, mais c'était déjà le lancement d'une contestation, bon, à son petit territoire, mais qui a une grande interrogation et un grand engagement. Alors, est-ce que ces dernières questions-là, avant nous partir, est-ce que pour lui toujours vaillant? Pour lui qui est forcément vaillant parce que nous avons fait un travail de transmission, de la mémoire et aussi de la vérité historique. Et nous avons questionné les anciens qui étaient là pour nous, bon, ça qui n'est comme mémoire encore crédible. Et nous avons construit, c'est la transmission des savoirs pour effectivement un sentiment d'appartenance là irréel et que nous avons remercié, bon, Canal 10 de permettre nous de véhiculer mémoire là, les hommes et trois, en même temps, permettre à Guadeloupéens croire dans la vérité. La vérité, c'est le courage d'affirmer et de dire. Absolument. Alors, M. Mazipas, rappelez donc, c'est que samedi 30, à qui est où là? Samedi 30, c'est qu'à partir de 18h30, on a fait un défilé qui est parti devant le local du PPL, qui est arrivé devant, c'est-à-dire à ce lieu de manifestation là, c'est-à-dire à cette ancienne gendarmerie là. Et là, bon, pièce théâtre là qui est déroulée. Après pièce théâtre là, qu'il y a un échange, on se croisé à parole, qu'il y a croisé à parole pour comptage. Les grands témoins qui sont encore là, qui ont reporté des corrections, les gens qui ont apporté aussi des informations pour nous croiser, parce que rien n'est pas fini. Hein, là, on va remonter le temps comme ça, 70 ans après penser forcément, même les grands témoins, ils ont des petits trous. Hein, donc, nous essayons de combler et respecter quand même l'événement là. Et la famille, à ces gens qui tombent là, ils sont aussi présents. Hein, Roger Nadir là encore, c'est garçon Rousseau Nadir. Ce qui veut dire que nous sommes à restituer pas mal de choses. Et c'est qu'un grand moment de retrouvailles avec des gens qui osaient par rapport à des gens qui, en 1943, qui battaient paix. Ok, eh bien, nous disons merci. Merci donc à M. Mazipas de nous rappeler ce moment historique de la commune de Port-Louis. C'est le 30 avril 1943, c'était il y a pratiquement 73 ans. Et donc, aujourd'hui, cette manifestation qui aura lieu samedi, eh bien, on vous invite à y être. Il est exactement pratiquement 13h. Céline, on va prendre une pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après pour la suite du journal. Ne débranchez pas, comme on dit, restez avec nous, nous là toujours. Nous revenons dans un petit moment. Il est 13h06 et on continue avec l'actualité. Et là, on va partir sur le travail puisque Pôle emploi publie son enquête sur le besoin en main-d'œuvre 2016. Cette enquête adressée à plusieurs établissements de Guadeloupe permet de connaître les besoins en recrutement. Ce matin, au lycée hôtelier de Gosier, l'organisme a révélé les résultats de l'enquête qui se trouvent être plutôt positifs et encourageants pour l'économie locale. Une augmentation de plus de 17% des projets de recrutement contre 5% en hexagone. Les besoins en main-d'œuvre ont fortement progressé puisque près de 26% des établissements se déclarent prêts à embaucher. Par ailleurs, la hausse des projets est due principalement aux activités de services, plus 19%, soit 1150 projets, et la construction avec plus de 29%, soit 380 projets. À l'issue de l'enquête sur le besoin en main-d'œuvre, Pôle emploi sera en mesure de mieux anticiper les difficultés de recrutement, d'améliorer l'orientation des demandeurs d'emploi et d'informer sur l'évolution du marché du travail. Et voilà, on enchaîne avec toi, Danick. Il est 13h07 pratiquement. On va parler un peu de musique puisqu'on reçoit Sissi. Bonjour. Bonjour. Sissi qui est accompagnée de sa mère, donc on va l'appeler la mère de Sissi. Bonjour la mère de Sissi. Pas de problème. Oui. Et donc Sissi est venue parce qu'elle vient à Galante et elle a sorti un CD. Alors d'abord, on va écouter, voir un peu le clip et puis après on va revenir sur l'histoire de ce CD avec 2 titres chantés et 2 titres musicaux. C'est parti pour le clip. Il n'est pas encore prêt. Bien.
décidé un beau matin de cultiver un grand jardin. J'ai pris le râteau, établi, et aussitôt me suis mise à planter. Abbé Mao, du cacao, à Saint-François, de bonbons ananas, au lamentin, des fruits à pain, à Capester, des prunes de Citer. Alors, le moins qu'on puisse dire que c'est une chanson très écologique. Ben oui, et surtout pour les jeunes. Oui. Alors, comment l'idée vous est venue de faire votre jardin sur un CD? Ben en fait, en 2015, je fais la rencontre de Bertrand de Kermadec, Oui. qui est compositeur et musicien, et il me propose en fait d'interpréter ses chansons pour enfants. Et de là, ben. Et donc, ça s'adresse spécialement aux enfants. Oui, maternelle, primaire. Oui, et en leur donnant le goût du jardin. Exactement. Oui. Alors, la deuxième chanson elle est tout aussi, je veux dire, dans le même genre, c'est les marchandes. Pas les marchandes de soir, mais les marchandes. Les marchandes. Pourquoi vous inspirez les marchandes? Ben en fait, c'est Fabienne Louis, une ancienne élève de ce fameux Bertrand de Kermadec, qui a composé, qui a écrit les chansons. Donc, elle devait être très inspirée, oui, par les marchandes. Mais alors, si vous étiez déjà chanteuse ou vous improvisez comme ça? Donc, alors, de moi-même, j'écrivais un petit peu des chansons. Et puis de là, mon manager a entendu des petites chansons. Et de là, elle a bien voulu. Comment on dit, vous chantiez dans votre salle de bain, c'est ça? J'ai posé dans un studio. Quand même? Et voilà, donc. Alors, je demandais à la maman de Sissi de nous expliquer un petit peu comment sa fille s'est lancée dans la chanson et comment. Parce qu'en général, les mères ou les pères sont toujours très frileux. Ah ouais, ne te lance pas dans la chanson, etc. etc. Au départ aussi, d'accord? Ah, moi, je l'ai toujours poussée. Oui. Tout ce qu'elle a voulu faire, je l'ai poussée au contraire. Et là, je la pousse encore. Oui. Sinon, elle ne serait pas sur le plateau encore aujourd'hui. Vous-même, vous chantiez? Plus jeune, plus maintenant. Je n'ai plus la voix pour ça, mais je ne l'ai pas entretenue. C'est quelque chose que vous lui avez transmis? Oui, très bien. Mais quand j'étais plus jeune, je chantais aussi. Oui. À la chorale ou bien dans la Je chantais à la chorale plus jeune et ensuite je chantais pour le plaisir, dans les mariages, comme ça se faisait beaucoup. Oui. Les enfants étaient beaucoup appelés à chanter dans les mariages. Donc voilà, et puis là, je l'encourage justement à continuer parce qu'elle a une belle voix. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, vous avez fait un album, j'imagine, qui va être diffusé ou qui commence à l'être chez les enfants, mais après? Donc après, on verra bien ce que ça peut donner. Là, on a déjà commencé à distribuer dans les écoles, un peu partout. Et puis déjà, on espère une bonne vente. Mais vous chantez dans les écoles, vous allez faire des petites prestats dans les écoles? Oui, c'est prévu. Oui. C'est prévu. À Marie-Galante ou? À Marie-Galante, et puis après, selon comment ça se déroule, on verra sur la Guadeloupe. Voilà. Et vous avez maintenant, ça y est, la carrière de chanteuse, c'est parti? Pas totalement. Ah bon? On attend encore de pouvoir avoir des rendez-vous. Oui. Pour pouvoir avancer un peu plus. Mais non, je veux dire, au-delà de cet album, une fois que vous l'aurez diffusé, qu'il sera connu, ce que je ne doute pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous ferez autre chose, un autre style, ou vous restez uniquement pour les chansons enfantines? Je pense que oui, quand même, que ça va continuer. Ça va être votre créneau, voilà. Des chansons enfantines? Oui. Puisque vous avez dit que vous écrivez aussi. Oui, mais de temps en temps, ça c'est juste pour moi. Ah bon? Ah, je ne pensais pas proposer pas pour le moment. Pas pour le moment? Non. Ouais. Et la maman, elle n'écrit pas? Non, j'écris pas. Je n'écris pas. Mais comme elle dit, elle ne veut pas se lancer dans ce qu'elle écrit, mais elle fait de très belles chansons. Ah bon? Oui, elle les écrit. Elle les écrit, oui. On n'aura plus besoin de... Je vais la pousser aussi dans ce sens-là.
Elle peut faire les deux en même temps, pour les enfants et pour les plus grands. Alors, quand vous écrivez, si vous écrivez des paroles ou de la musique, ou les deux? Eh ben, j'écris déjà mes paroles, hein, ce que je ressens sur le moment. C'est pour ça que je ne veux pas trop dévoiler. Donc, Ah bon? Non. Je vous donne un petit avant-goût. Un petit aperçu. Un petit aperçu, comme dit Céline. Peut-être un jour. Un jour? Mais c'est quel style? À part les chansons enfantines, quel style? Ouais, acoustique. Ouais. Acoustique, d'accord. Qui vous accompagne dans l'album? Dans l'album, oui. Donc justement, il y a la jeune fille que vous avez pu apercevoir dans le clip, Meia, une jeune guitariste et élève de Bertrand de Kermadec. D'accord. Donc tout ça, et ça a été enregistré, j'ai vu chez Joab. Oui, ici. En effet. Bien. Et vous avez déjà des titres prévus? Alors, pour après. Oui, c'est prêt, d'accord. Oui. Donc vous êtes sous la voie, quoi. Vous avez la voix et vous êtes sous la voie. En tout cas, on vous remercie d'être venu et de vous découvrir en direct sur Canal 10 et dans le ZCL. Et on demande aux gens, c'est un beau cadeau pour les enfants. Oui, un très beau cadeau. Pour les petites filles ou les petits garçons. Les petits-enfants aussi. Oui. Les enfants, les petits-enfants, toute la génération de la... C'est une chanson très écologique qu'on vend déjà. On trouve déjà chez tous les disquaires. Comment ça se passe, la commercialisation? Alors non, pour le moment, on s'est plus étalé sur Marie-Galante vu que c'est là qu'on est pour le moment. Ouais. Et dans la semaine, on a prévu de distribuer dans les écoles et un peu partout. D'accord. Bien. Merci d'être venu en tout cas. Sissi et maman. Maman a quand même un prénom. Myriam. Ah, quand même, Myriam. Alors, Myriam et Sissi, voilà. Merci d'être venu. Il est pratiquement 13h14 dans le ZCL. On continue avec Céline et là on va parler de la banane. Oui, Danick, effectivement, hier après-midi, le lycée agricole de la Guadeloupe a signé une convention avec le groupement des producteurs de la Guadeloupe, un partenariat essentiel pour le lycée qui a pour objectif d'initier et de former les jeunes au métier de la banane. Par ailleurs, la filière bananière souhaite embaucher près de 500 salariés. C'est donc une collaboration destinée à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. Reportage de Maxime Morel. Ce partenariat avec la CICLPG, c'est très important parce que nous disons, nous ne pouvons pas former dans le domaine agricole. Nous formons effectivement dans le domaine de la diversification agricole au niveau des lycées, mais nous formons aussi, nous voulons former nos jeunes dans le domaine de la banane parce que c'est un plus, parce que la banane apporte énormément au niveau de l'économie de la Guadeloupe. Et deuxièmement, ça permet aussi à un jeune qui sort soit de Bac Pro ou d'un BTS d'être soit cadre ou chef de culture, etc. dans une production bananière. Et puis l'autre objectif, c'est que la filière bananière a un projet d'embaucher près de 700 salariés. Donc nous ne pouvons pas dire à nos élèves, on vous laisse au bord de la route et prenez pas cette chance pour pouvoir au moins trouver un emploi dans l'avenir. Donc s'ils veulent s'installer dans le domaine de la banane, s'ils veulent travailler dans le domaine de la banane, il n'y aura pas de difficulté pour eux, ils vont connaître, ils vont pouvoir manipuler sur 1,5 hectare de bananes qu'on va implanter sur l'exploitation et ils pourront voir, grandeur nature, comment fonctionne une plantation bananière. L'idée, c'était de vraiment mettre en place un partenariat avec la filière banane et entre la filière banane et le lycée agricole, afin de pouvoir former les jeunes et pouvoir avoir donc des jeunes à l'issue formés et employables pour une filière, comme vous le savez, qui est très pourvoyeuse d'emplois et qui a pour objectif à terme d'embaucher 500 jeunes dans le cadre de l'augmentation de son tonnage à 5 000 tonnes. Ce qui va changer, c'est que donc, du coup, on a toujours eu ce partenariat qui était fait de façon informelle entre le lycée agricole et la SICA LPG. Donc déjà, ça va formaliser les choses et ça pourra donc développer et encadrer plus donc, tout ce qui est l'aspect technique, itinéraire technique et également la culture par le biais donc, de notre service agrotechnique qui est composé d'ingénieurs agronomes qui pourront travailler en collaboration avec l'équipe pédagogique du lycée agricole.
Il est 13h17 et on continue avec l'actualité. Et cette fois-ci dans l'éducation, stand-up pour l'innovation pédagogique. Ce matin s'est tenu au LPO 2 Pointe-Noire, la journée académique de l'innovation. L'occasion de mutualiser et d'échanger librement sur les pratiques pédagogiques. Le programme est construit de manière à ce que chaque participant puisse échanger sur son développement professionnel. La journée se clôturera par la remise des prix académiques de l'innovation par le recteur de l'académie. Ces prix valorisent les équipes pour leur engagement et leur qualité de leur projet. Reportage de Maxime Morel. Important pour l'académie en termes de valorisation des actions menées dans tous les établissements. Et le fait de choisir aussi le lycée de Pointe-Noire, symboliquement, c'est un lycée qui est très dynamique, qui est localisé à un endroit a priori un peu isolé du reste et qui a certaines spécificités qu'on doit être en capacité de valoriser. Il y a beaucoup de belles choses qui se font ici, et notamment l'identification aussi du lycée de Pointe-Noire cette année dans le cadre du projet, de la réforme IVAL, de l'évaluation des établissements. Et c'est vrai que le lycée de Pointe-Noire a été identifié comme étant un lycée où la valeur ajoutée est fortement positive et que les élèves qui rentrent dans ce lycée sont très bien accompagnés et réussissent très bien au niveau des examens. Nous avons participé à la journée nationale à Paris de l'innovation, car depuis 7 ans, nous avons mis en place, la principale adjointe et moi, et toutes nos équipes, c'est-à-dire une centaine de professeurs, des projets. Donc nous travaillons pour la réussite des élèves en faisant des projets. Et cette année, nous avons répondu à l'appel à projets de l'académie. Il y avait 26 projets pour l'académie Guadeloupe. Et nous avons participé avec 430 projets à la nationale. Nous avons été dans les top 30, c'est-à-dire nous avons été sélectionnés parmi les 30 meilleurs projets. Et à partir de là, nous avons eu le premier prix pour la catégorie collège. Vraiment, notre réussite, c'est le prix des lauréats. Nous avons fait la fête aux lauréats au concours du brevet, du DNB. Et tous les élèves étaient là avec une cérémonie à l'américaine et on était précurseurs justement parce qu'il y a un décret qui est sorti où ça devient maintenant obligatoire de faire la fête des lauréats du brevet. Il est 13h19 et vous êtes toujours dans le ZCL et aujourd'hui ça va être un grand jour pour Jocelyne Lafri qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Grand jour parce qu'elle débute aujourd'hui une nouvelle chronique qui s'appelle Coco et les abricots, qu'il ne faut pas confondre. Bonjour. Jocelyne, mais alors pourquoi Coco et les abricots? C'était un pied de nez parce qu'en créole, je sais qu'on dit toujours ne pas mélanger coco et les abricots. Oui. Et moi j'ai voulu faire ça, mélanger les cocos et les abricots. Ça va donner quoi alors? Des faux arbres? Non, on va parler de tout dans cette chronique. Donc, elle va mettre en lumière les différentes tendances que nous avons dans notre société guadeloupéenne, que ce soit au niveau de la santé, du sport, de la décoration, de la mode. Et donc, c'est pour ça que c'est mélangé, quoi. C'est coco et abricots. Bien, alors, et pour la première, alors ça veut dire que vous parlez aussi bien de la vie quotidienne. Oui, en effet. Que du design. Du design, des tendances. Des tendances nouvelles, ce qu'on appelle les modes de vie. Voilà, exactement. Voilà, on va parler des modes de vie, je l'ai placé. Voilà. Ouais. Mais pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que, il y a des sujets qui m'interpellaient, comme, derrière moi, on a entendu parler des scandales médicaux. Oui. Que ce soit au niveau du Mediator ou bien les scandales alimentaires avec, anciennement, on se souvient bien de la vache folle. Oui. Et dernièrement, la viande de cheval qu'on a fait passer pour la viande de bœuf, quoi. Donc là, je me suis dit que c'est important. C'est une tendance que les gens ils veulent plus de naturel, ils veulent manger sainement, ils veulent se soigner sainement. Donc ils veulent plus de lumière sur leur consommation. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi émerger beaucoup de médecine douce. Hein. Oui. L'aromathérapie, la phytothérapie, les naturopathes, ils ont le vent en poupe. Et parce que ça correspond vraiment à une tendance actuelle. Et parce que les gens ont besoin d'être rassurés aussi sur ce qu'ils mangent et ce qu'ils consomment. Voilà. Bien, alors aujourd'hui, vous avez choisi de débuter sur quelque chose qu'on appelle les alicaments. Oui. C'est un terme qui est un petit peu barbare. Vous connaissez ça, Céline, un alicament? C'est des aliments qui sont bénéfiques pour la santé, non? C'est pas ça? Bravo. En effet, c'est ça. C'est tout là.
de rien nous cacher. Alors, effectivement, ce sont des médicaments qui sont à la fois des aliments qui sont à la fois aliments, mais qui ont un caractère médical. Donc, déjà, le nom dit tout. Alicament, c'est une contraction de l'alimentation et médicaments. Mais ce sont des produits naturels, la plupart du temps, et je dirais pourquoi par la suite. La particularité des médicaments, c'est de soigner certaines pathologies. Soigner, mais je dis, quand je dis soigner, c'est entre guillemets, c'est en mangeant, on peut se soigner avec ces produits et de ralentir la progression de certaines maladies chroniques. Bon, par exemple, on peut parler de l'hypertension, du diabète, etc. quoi. Mais il y a une spécificité parce que maintenant avec la réglementation, les lois, donc pour que ce soit appelé alicament, il faut vraiment qu'il soit certifié et reconnu par l'AFSAT, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas dire que c'est un alicament. On peut dire juste que c'est un aliment qui est bon pour, mais on ne peut pas lui donner le terme d'alicament. Donc il faut vraiment qu'il soit sur cette liste. Donc, il y a deux types d'alicaments, les alicaments naturels et les alicaments industriels. Donc, les alicaments industriels, tout le monde peut le voir quand on va au supermarché. On regarde, on achète des yaourts, on voit yaourt au bifidus. Donc déjà le bifidus, ça soigne le transit et tout ça. Ou bien on va acheter du jus enrichi en vitamine C. Ah, d'accord. Voilà, c'est déjà un alicament, ça. Alors, est-ce que le Coca Light, c'est un alicament? Je ne pense pas. D'accord. Non, parce qu'on le vend au supermarché aussi. Oui, mais il faudrait peut-être aller voir... Je prends du light, du Coca Light, pensant que... Il faudrait peut-être voir ce qu'il y a dedans. Peut-être à l'origine, le Coca était naturel avec les feuilles, mais plus maintenant. Hein, plus maintenant. Donc, tout ça, c'est... Donc, on achète aussi les margarines enrichies en oméga 3, qui c'est bon pour ceci, cela. Donc, tout ça, les huiles oméga 3, tout ça, ce sont des alicaments. C'est des alicaments industriels. Et c'est facile d'utilisation parce qu'il suffit de lire l'étiquette. D'un autre côté, il y a les alicaments naturels. Et je disais que les aliments naturels, ça requiert l'autorisation de l'AFSAT. Et les aliments naturels, eux, ce sont des produits finis. On les sort de la terre, comme la carotte. On sait qu'elle est riche en vitamine A. Bon, il faut déjà avoir la connaissance. Hein. En vitamine A, et bon, on la lave, on la cuisine. Donc, il n'y a aucune transformation. C'est fini. Par contre, je voudrais retourner à la Guadeloupe, puisque nous sommes en Guadeloupe et nous avons énormément de produits qui sont bons pour la santé. Mais il y a un hic. Tous ne sont pas reconnus par l'AFSAT comme alicaments. Ne sont pas encore reconnus. Et je dirais pourquoi. Et tous ne sont pas encore entrés dans dans la pharmacopée française. Donc je voudrais citer Henri Joseph, qui, comme tout le monde le sait, c'est un docteur en pharmacie et en pharmacognosie. Au sein de l'Atramil. L'Atramil, c'était un programme de recherche qui existe depuis plus de 30 ans, dans lequel il recensait les différentes plantes de la Caraïbe, inclus la Réunion, pour pouvoir faire une pharmacopée caribéenne. Et c'est déjà le cas. Il y a des chiffres qui m'interpellent. Durant ces 30 ans, l'Atramil a recensé plus de 626 plantes endogènes de la Caraïbe. Et Henri Joseph est venu et sa lutte depuis des années est de faire rentrer ces plantes qui sont très utiles dans la pharmacopée française. À votre avis, combien de plantes qui est entrée dans la pharmacopée française? Je crois qu'il y a une trentaine, c'est ça? 46. 46, dont 16 endémiques à la Guadeloupe. Donc il y a encore du travail. Quand on dit endémique, ça veut dire qu'on trouve ça veut dire qu'on trouve qu'en Guadeloupe. Bon, donc il y a la galba, il y a le zèbre à pic, donc Henri Joseph et le... On a la grippe. Voilà, c'est excellent. J'ai pris du Virapic hier, je tiens à le signaler. Donc c'est excellent. Donc, elle était grippée, aujourd'hui ça va. Non, mais c'est excellent parce que toutes nos plantes ont des vertus particulières. Elles sont aussi fortes que ce qu'on peut trouver en métropole. Mais malheureusement, il y a le temps. Bon, ça prend du temps, et on peut qu'encourager le docteur Joseph dans sa lutte. À continuer. Alors, est-ce que Jocelyne pourrait nous dire quelles sont ces plantes qui sont alicaments en Guadeloupe, enfin en dehors de la carotte qu'on voit là? Oui. Il y a le cacao. Au moins, on a une chance. Cacao riche en magnésium. Ça protège le cœur aussi, ce qu'on ne sait pas. Le cacao est reconnu comme alicament. Bon, il y a l'aloès aussi.
Oui. L'aloès qui est bon. Très amer, hein, vous savez. Tout dépend. Il faut s'habituer, il faut retirer la peau et récupérer que le pulpe. Et c'est parfait. Je ne savais pas ça. Donc, l'aloès qui est très bon pour la peau. Mais aussi, ce qu'on ne sait pas sous l'aloès, c'est qu'il a la particularité d'acidifier, d'alcaliniser le corps. En général, on a un corps acide, ce qui fait ça fait un déséquilibre et c'est source de maladie. Et l'aloès, quand on le prend régulièrement, pendant un certain temps... On peut le consommer comment, vous savez, non? Déjà, il y a la méthode Roots, je dirais. On prend la pulpe, on délaie avec de l'eau, on coupe, on délaie avec de l'eau la pulpe, pas la peau, parce que c'est très amer. Voilà, on délaie avec de l'eau et on boit. Sinon, on peut acheter aussi des produits, il y a des marques réputées pour ça, qui ont déjà de l'aloès, mais ce sera à plus long terme. D'accord. Et ça peut être un peu plus agréable au goût. Alors, j'ai vu tout à l'heure des filles aussi passer une boîte de sardines. Oui, mais ça faisait partie des aliments naturels et industriels, parce que ça fait partie des deux catégories. Pourquoi? Parce que c'est riche aussi en oméga-3, en AHA. Ce sont des huiles qui sont bonnes pour le corps, pour le cerveau. Voilà, donc avant de devenir Alzheimer, on peut consommer la sardine en quantité. Les étudiants peuvent consommer. Je serai là pour vous le rappeler. Donc c'est excellent, la sardine, c'est quelque chose d'excellent. Par contre, je peux qu'encourager les gens à en consommer. Et à consommer aussi local, parce que nos produits ont vraiment des vertus. Mais là, je vais le développer dans d'autres chroniques. Je reviendrai sur chaque point, comme l'ail, comme les différents, le paoka qu'on a aussi, le paoka qui est le melon amer, qui est excellent, qu'on appelle, voilà, il est à l'image. L'insuline verte, c'est excellent pour la santé. Donc je reviendrai dessus avec en détail. En détail, voilà. C'est tout pour cette première chronique. Oui, c'est tout pour le moment. Je souhaiterais aussi dire que je reviendrai aussi pour les femmes. Il y a la mode, j'en parlerai, le design, tout. Il y a plein de choses. C'est vraiment Coco et Abricot. Coco et Abricot. Voilà, si vous avez raté le début de cette chronique, même de l'émission, je vous conseille d'être sur le www.zcl.tv. C'est le site replay du ZCL. Vous pouvez revoir l'émission, vous pouvez le voir aussi sur le site de Canal 10 aussi, VOD. Donc il y a une possibilité de ne rien rater. On va rien rater puisqu'on se retourne vers Céline pour le dernier titre de l'information aujourd'hui. C'est la journée innovation, c'est bien ça? Non, là on l'a déjà passé. Voilà, exactement. Je vais faire une transition avec la chronique puisque justement, il faut manger local, il faut continuer à manger local. Absolument. Voilà, et donc le mauvais temps n'a pas que ses mauvais côtés puisque la semaine dernière, les poissonniers du Lorisic sont inondés par la dorade. En période de grosses pluies, la pêche à la dorade est bonne pour les pêcheurs, mais aussi pour les Guadeloupéens, puisque les poissonniers relancent cette semaine l'opération Prix cassé sur la dorade, une annonce qui ravira les amateurs de poissons. Reportage de Harold Deluz et Ludwig Benito. Pour nous de belles butins comme ça, il faut la mourir maintenant. Dommage, il faut nous braver maintenant. Voilà. Ouais, ça dangereux même. Nous ne pas prendre des risques. Aujourd'hui, alors ici, c'est la dorade à prix cassé, parce que les Désiradiens, il y a un super de poisson, donc ils vont permettre aux Guadeloupéens d'avoir le poisson moins cher jusqu'à dimanche 13h, ici à l'Oricis. Donc combien en quantité, combien ça peut recevoir? Entre 2 tonnes et 4 tonnes là, sur les 4 jours qui arrivent là. De façon à permettre aux gens d'avoir le poisson. Et c'est toujours comme ça, donc depuis un petit moment de descendre, ils font pour profiter aux Guadeloupéens. Donc voilà, donc c'est M. France Tonton de la Désirade qui a proposé promotion là, c'est l'Oricis. Voilà, donc au stand à l'Oricis au port de pêche, au niveau affichage Didier Ako. Qu'est-ce que c'est? Ah mais ça sont les pour dire que doit de la rade. La raréfaction des produits de la mer, c'est mondial. C'est-à-dire qu'il y a des pics de poissons, il y a des moments où il y a du poisson, il y a moins de clients, et d'autres moments, mais c'est vraiment plus comme avant. Avant, beaucoup de des étaient à virer, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est mondial, c'est pas que Guadeloupéen. C'est-à-dire que nous, on invite les gens à avoir cette économie solidaire de consommer local, pour permettre aux familles de marins pêcheurs, les mareyeurs, même les écaillots que tu vois là, qui aujourd'hui proposent un service, le poisson est acheté, il est nettoyé, etc. Oui, toujours au charbon, tous les jours, depuis 6h du matin, nous là. C'est ça qu'il est. Ni salé, ni poisson, nous pas la guerre.
Donc là, une idée opération spéciale comme ça. Bras paré. Équipe la chargée, l'équipe de choc. L'équipe de choc. Donc là, on remercie les pêcheurs de la Désirade qui, toute cette semaine, proposent le poisson à moins de coût pour permettre aux Guadeloupéens de manger du poisson. Mon poisson préféré, sans mentir, au cola. Le cola? Oui. Mais c'est là, tu vois, c'est ce poisson rose là. Mais parce que le cola, la chair fine, mais la dorade grillée, c'est super, c'est sucré là. Donc, c'est pour ça que je suis acheter la dorade. Et puis la dorade de chair, c'est bon parce que tu fais ce que tu veux avec et puis tu as la tête en courbouillon, super. Manger du poisson, c'est bon pour la santé. C'est mon comme Kaye n'a pas gros, c'est mon n'a pas gagné, mais Kaye, je crois préférer rentrer à Kazayo avec gratter. Mais il y a un crassé en l'air. Il y a un limon qui en l'air. Hein? Tout casse gris là, tout casse blanc là, ça, faut voter. Sinon, on peut me savoir quoi manger. Bon, ben c'est mon avis, venez nous en week-end là, quand il y a des poissons, promotion si dorade là. Ni poisson comme d'habitude, un chat, ganguel, divano, cola, ça va connaître un vin, ni cahier poisson azote aussi, toujours opérationnel azote. Voilà, il est exactement 13h32 et l'info du jour, Céline, c'est la conférence de presse de l'UGTJ, mais pas seulement de l'UGTJ, de 9 organisations syndicales, dont la CGT, la FO, Sud Solidaire, le SPEC, la FSU, la CFDT, ces syndicats qui appellent un grand 1er mai unitaire. Ce sera donc ce week-end, dimanche exactement, à Saint-François. Et je peux vous dire que ce matin, la conférence de presse a été assez tonique et les organisations syndicales sont très remontées contre la loi M-Connu. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il y aura demain soir, 28 avril à 20h15 à la salle Minnesota, un meeting appelé par la CGTG et d'autres organisations sur justement le retrait de la loi M-Connu. Donc c'était l'information principale que vous reverrez ce soir dans le journal. Avec Céline, dans le journal ce soir? Non, ce soir c'est Michel Girdari. Ah, c'est Michel Girdari, oui. D'accord. Ben écoutez, c'était donc le ZCL de ce mercredi. Je vous rappelle, si vous avez raté, vous avez vraiment raté quelque chose, vous avez raté Coco Isabrico, la nouvelle chronique de Jocelyne Nambri qui est encore avec nous et vous pouvez la revoir bien sûr la semaine prochaine à la même place. Sinon, vous avez le www.zcl.tv. Et puis on va le dire, c'était l'anniversaire de Jessie, qu'on embrasse fort. Ouais, elle est là-bas à New York, elle nous regarde probablement sur le net. Alors, happy birthday to you. Et puis Céline, on se retrouve demain. Voilà, demain, Danick. Merci de votre attention. Et comme d'habitude, demain, ZCL à partir de 12h30. La réalisation, c'était Yann. Voilà.